CEO of the Year de l'édition 2022. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Hassanein Irigé, bienvenue encore une fois au Africa CEO Forum. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Bon, toujours le sourire, ça c'est une marque de fabrique, mais j'ai envie de dire, est-ce que ce sourire est resté intact depuis l'an dernier? Et quel a été l'impact de cette distinction sur vous, personnellement, mais aussi pour le groupe Action depuis donc, la dernière édition du Africa CEO Forum? Bon, alors le sourire déjà, c'est que je suis tellement heureux de retrouver tout le monde, les amis, les relations, tout cet écosystème très riche et je trouve que c'est une formidable opportunité pour tout le capitalisme africain de nous retrouver ici. Alors la distinction de l'année dernière de CEO of the Year était extrêmement importante à titre personnel. Ça fait plaisir d'être reconnu par ses pairs et il ne faut pas s'en cacher et je remercie encore tous ceux qui m'ont aidé pour ça. Mais surtout, ce qui était très important, c'était pour les équipes. Les équipes du groupe Action étaient extrêmement fières de montrer qu'un groupe originaire de Madagascar, qui est maintenant un groupe panafricain, entrepreneurial, avec une culture extrêmement forte, a pu montrer son modèle opérationnel et l'exposer à tout le continent. Et donc, ça a été extrêmement structurant pour l'ensemble du groupe. Et puis surtout, ça nous a aussi permis d'accélérer certains de nos projets parce que c'est une formidable vitrine, l'Africa CEO Forum. Donc j'ai été très très heureux. Donc vous avez gardé ça dans votre bureau quelque part, ce trophée? Absolument. Il trône. Arrive dans mon bureau. Oh, excellent, excellent. Voilà. Alors, votre groupe, bien entendu, Action, c'est les télécoms, c'est l'énergie, c'est aussi bien entendu les services financiers. Et on est aussi dans une époque où il y a beaucoup de crises et de chocs, on en reparlera tout à l'heure. Vous incarnez quand même un modèle assez intéressant. J'aimerais avoir votre approche et votre réflexion sur cette thématique centrale justement qui s'est imposée dans cette édition, sur le fait de passer dans les prochaines années de 300 à 3000 entreprises africaines dont le chiffre d'affaires dépasserait les 1 milliard de dollars. Est-ce que c'est une réalité, c'est quelque chose qui peut fonctionner? Ou comment vous, dans votre diversification, dans votre expansion, vous pouvez augmenter ce chiffre-là, atteindre ce chiffre de 3000 entreprises africaines? Alors, je vais vous faire un petit historique en quelques minutes. Nous avons démarré nos activités il y a maintenant plusieurs générations à Madagascar. Moi, à titre personnel, j'ai rejoint le groupe fin des années 90. Le groupe réalisait à peu près 30 millions de dollars. Nous étions une PME familiale fin des années 90 dans des métiers qui étaient l'industrie textile et la distribution. Et à partir de ce moment-là, on a fait un shift total et complet en se réorientant vers les infrastructures et les services. Aujourd'hui, le groupe Action, c'est 8000 personnes, c'est un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars. Nous sommes actifs sur 10 pays du continent, comme vous l'avez dit, dans les télécoms, les services financiers et l'énergie. Ce qui a été extrêmement structurant pour nous, la première chose, c'était avant tout, et ça c'est une clé, c'est de pouvoir faire de la croissance organique rapidement dans nos marchés existants. Faire de la croissance organique, c'est un grand mot, mais avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est d'être sûr que le client est au centre de notre problématique. On a tendance à l'oublier. Mais tout ça, ce n'est possible avant tout que par les clients, numéro un, avec l'aide des équipes, des collaborateurs, au service derrière de la création de valeur pour l'écosystème, les actionnaires, l'État, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier la croissance organique, elle est clé, la clientèle. La deuxième chose qui a été très importante a été la croissance externe. Nous avons accéléré notre modèle en faisant de la croissance externe sur le continent. À partir de 2015, nous avons commencé à faire des acquisitions dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest, etc. Et enfin, la troisième chose qui nous a beaucoup aidé, c'était l'accès au financement. Le vrai problème du continent aujourd'hui, s'il y a une de nos problématiques, pour répondre à tout ce qu'on dit, passer de 300 à 3000, il y a beaucoup de challenges, mais le premier, l'Afrique est fondamentalement sous-financée encore. Il faut qu'on arrive à régler le problème du financement des grandes entreprises, des petites PME. Et est-ce que vraiment la problématique, c'est de 300 à 3000 entreprises qui font 1 milliard de dollars, donc les nouvelles unicorns africaines, ou est-ce que finalement on ne devrait pas faire 3 millions de PME qui font plus de 1 milliard de dollars, 1 million de dollars de chiffre d'affaires? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a besoin de unicorn ou est-ce qu'on n'a pas aussi besoin de gazelle? Et je crois que ça, c'est important. Voilà. Quand je lisais cette problématique, je pense que c'est complémentaire, on a besoin des deux, mais l'accès au financement doit être extrêmement important et chez nous, ça a été extrêmement structurant. C'est des images qu'on voit très très bien. Merci de les prendre justement. C'est une réflexion. Est-ce qu'on augmente le nombre en ayant un chiffre d'affaires moindre?
et avoir par contre des stratégies inspirées de méthodes qui ont fonctionné. Vous allez aller à la base, vous allez pouvoir adresser toute une série d'entreprises qui créent déjà de la valeur et qui ont besoin d'accélérer. Vous avez utilisé un questionnement, l'accès au financement. L'Afrique est sous-financée. Comment, justement, en rencontrant vos pairs, en se regroupant aussi, vous pouvez contribuer à faire entendre la voix de l'Afrique pour justement que ces financements soient beaucoup plus importants pour le continent, mais qu'aussi sur le continent, des fortunes ici puissent investir et apporter des fonds pour soutenir les marchés et les petites entreprises? Alors, nous, à titre personnel, dans tout ce que nous faisons chez Axian, nous avons une grande conviction autour du financement des PME. Dans nos services financiers, nous avons des programmes dédiés aux PME, aux entreprises individuelles pour les accompagner, pas seulement en termes de financement, mais il faut aussi apporter l'écosystème en advocacy, en formation, en capacity building autour de ça. Nous le faisons au travers de notre banque, par exemple. Nous avons mis en place un accélérateur d'entreprise. Nous avons des instruments financiers très particuliers, notamment dans le microcrédit, notamment dans la mésofinance aussi. Donc nous faisons toute une série d'accompagnements là-dessus. Mais surtout, ce qui sera très important, c'est trouver un moyen de pouvoir industrialiser plus rapidement l'accès à ces financements-là. Je n'ai pas encore la clé, mais au niveau africain, industrialiser pour permettre de rentrer de l'informel au formel. On connaît toutes nos entreprises informelles, on les connaît et elles font des choses très bien. Mais il faut les accompagner. Pour rentrer dans le formel, c'est plus d'emplois, c'est beaucoup plus d'impôts pour les États et surtout, c'est beaucoup plus de protection sociale pour nos travailleurs. Et ça, c'est important aussi. Définitivement. En pleine mutation, l'Afrique est soumise à de multiples crises qui perturbent son développement, encore fragile d'ailleurs. Est-ce que la diversification des activités, notamment de Axian, et la présence donc, dans d'autres régions du continent sont peut-être une réponse pour résister aux différents chocs que l'on subit actuellement? Est-ce que c'était votre approche aussi? Alors, c'était bien évidemment, l'approche a été, nous étions, nous, à l'origine, axés sur Madagascar, sur un pays, et on a fait face à des crises qui étaient plus géopolitiques à l'époque. On a eu différents sujets politiques. Et on s'est dit à un moment donné, il faudrait s'exporter de Madagascar et prouver notre modèle sur le continent, pas tant uniquement sur un seul cluster, un seul métier, mais sur nos différents métiers, de l'énergie au télécom, aux services financiers. Donc, quand vous êtes dans les infrastructures et les services, d'une façon ou d'une autre, il y a un arbitrage automatique qui se fait dans ces activités. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la diversité géographique a été extrêmement utile entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'océan Indien. Mais je veux vous dire, moi, surtout, ce qui est extrêmement important, on parle de crise. On parle de crise de l'énergie. On parle de crise de disruption des chaînes de valeur. Alimentaire. On parle de crise alimentaire. Je suis d'accord. On parle d'inflation. Et on subit de plein fouet ces crises. Mais moi, je suis impressionné de la résilience de nos écosystèmes africains. Toutes nos économies, dans la grande majorité cette année, nous allons faire de la croissance. Nous avons absorber, nous sommes en train d'essayer d'absorber les chocs d'inflation. Nous sommes en train de remettre en place toutes nos chaînes de valeur pour recommencer comme avant le Covid et bon nombre d'entreprises font déjà mieux qu'avant le Covid. Donc je trouve, et surtout pour moi, qui est la meilleure arme contre toutes ces crises, c'est notre potentiel de croissance, c'est notre potentiel de développement et surtout, mais ça c'est assez incroyable, c'est la demande, le souhait de nos équipes en termes de formation, en termes de volonté de grandir, d'apprendre. Et notre plus grand enjeu aussi, en plus du financement, va être les skills, l'éducation de notre jeunesse. On a parlé à la cérémonie inaugurale tout à l'heure de l'éducation, ça va être extrêmement structurant. Mais avec toute cette nouvelle énergie, ces demandes, mais je pense que pour toutes ces nouvelles crises, on va pouvoir les aborder avec beaucoup d'optimisme. La place de la digitalisation, la numérisation dans votre approche, elle est fondamentale. On parle d'éduquer, de former, mais cette éducation doit répondre aux problématiques continentales. On ne peut plus offrir des curriculums ou des apprentissages qui ne fonctionnent plus avec nos besoins de la réalité. Est-ce que vous avez cette approche aussi très millimétrée, très sur la digitalisation? Sur la digitalisation, ouais, numériser un petit peu le... Je crois que ce n'est plus à prouver. La digitalisation, c'est notre ADN. Aujourd'hui, que ce soit d'abord par nos métiers, dans les télécoms, les services financiers, je ne vais pas vous représenter l'impact du mobile money, l'impact de la digitalisation des services financiers sur le continent,
que ce soit dans les transferts, que ce soit dans le financement justement dont je parlais tantôt, que ce soit dans les services qu'on apporte aux entreprises et au grand public. Mais nous, au sein même de notre chaîne de production, la digitalisation, que ce soit pour l'expérience client de nos collaborateurs, que ce soit pour notre logistique interne, notre procurement, mais surtout qui peut permettre aujourd'hui d'accélérer nos échanges, nous le faisons tous les jours. Et nous avons récemment annoncé l'ouverture du premier campus de l'école 42 en Afrique subsaharienne à Madagascar à partir du mois d'août pour montrer que nous souhaitons accompagner l'écosystème malgache et africain pour devenir les meilleurs skills en termes de développement, en termes d'intelligence artificielle, de blockchain, de UI, UX. Parce que ces capacités, ces skills seront indispensables pour permettre d'accélérer la transformation et la disruption digitale de tout notre écosystème. Et donc nous commençons par ce premier campus, le premier en Afrique subsaharienne, et nous souhaitons en faire d'autres si ça peut marcher, pour bien montrer, et c'est une opération pro bono totale, c'est-à-dire que c'est une formation gratuite, c'est sur compétence, et derrière vous sortez, il n'y a aucun fléchage pour aller travailler ici ou là. Il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit. Mais on voulait montrer que nous avons fait un leapfrog grâce à la digitalisation et nous souhaitons accompagner, grâce à la formation, l'écosystème africain pour les aider à aller plus vite. Alors, je n'avais pas cette information-là. Merci de me la partager. Voilà. Alors là, on va suivre avec attention au mois d'août, c'est ça? Absolument. Donc, dans quelques mois. Le premier campus. Écoutez, on va suivre ça, bien entendu, avec le groupe Jeune Afrique sur cette évolution. Parlons maintenant un petit peu de le modèle du family business que vous incarnez. Vous avez parlé d'un historique qui remonte depuis plusieurs années et Axian l'a très bien incarné dans son développement. Est-ce que c'est un schéma qui doit se composer entre le management disruptif actuel que vous pouvez représenter et la gestion traditionnelle, conventionnelle de vos parents avant? Comment vous avez cassé ces dynamiques? Vous avez hérité certainement d'un modèle et vous arrivez, vous, avec une approche disruptive dans le management. Comment vous gérez cette dualité un petit peu d'approche sur le family business? Alors, moi, je vais vous répondre de façon très simple. Je vais vous dire, nous ne sommes pas une entreprise familiale. Nous ne sommes plus une entreprise familiale. Quand on me parle de family business ou quand on me demande d'intervenir en parlant de family business, je dis très simplement, pardonnez-moi, mais nous ne sommes pas, nous, le groupe Axian, un groupe familial. Nous sommes un groupe panafricain, privé, avec des capitaux privés familiaux. C'est différent. Mais c'est une très grande richesse, une très grande complémentarité. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui sur nos développements dans nos pays, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes une entreprise panafricaine avec des règles de gouvernance, d'exigence institutionnelle, de réponse au marché. Nous reportons nos résultats tous les trimestres au marché financier et nous avons une transparence totale. Nous projetons tant notre exploitation que nos visions, nos projets de façon totalement transparente. Mais en même temps, nous avons cette exigence entrepreneuriale et qui est extrêmement importante, qui est issue de cet héritage familial, qui nous permet de continuer à faire vivre une entreprise institutionnalisée, mais à un rythme extrêmement agile. Et je crois que ça, c'est important. Donc c'est une très grande richesse, cette complémentarité entre l'institutionnalisation d'un groupe panafricain et l'entrepreneuriat qui vient d'un groupe familial. Et je pense que ce mixte est extrêmement structurant et permet d'accélérer le développement. Et ça a été une des clés et ça fait partie de notre ADN. Alors, vous gérez cette entreprise de façon structurée, organique, avec une croissance, bien entendu, organique. Mais vous êtes un artiste dans l'âme. J'ai envie de parler de votre fondation. Il faut un petit peu cette fibre artistique pour être agile, comme vous l'avez dit. Parlez-nous un petit peu de votre fondation et pourquoi il est important pour vous d'agir comme mécène dans les arts et dans tout ce qui est art contemporain notamment. Alors là, je vous préviens, on va passer 3 heures. Alors, moi, ça me plaît. Je vais être très honnête avec vous. C'est parti d'abord d'une passion personnelle. Je suis collectionneur d'art depuis de nombreuses années, d'art contemporain africain. Et j'aide et j'accompagne des artistes, et notamment une artiste en particulier, une artiste malgache qui s'appelait Madame Zou, qu'on a perdue malheureusement pendant le Covid. Et au fur et à mesure de nos rencontres avec l'écosystème artistique, je me suis rendu compte la richesse, la qualité, la densité de la création artistique malgache et africaine, mais aussi sa fragilité. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les lieux d'exposition, ils n'ont pas l'écosystème, les galeries, les curateurs, le commissariat. Donc on avait décidé de lancer une fondation en 2015. On a lancé la fondation H pour permettre d'exposer
les artistes du continent et de les accompagner. On a démarré avec un petit local de 100 mètres carrés sur notre parc d'activités à Tananarive. Succès énorme, 15 000 visiteurs par an, alors que c'est un petit espace, une programmation très exigeante, très riche. Et donc ça a tout de suite pris. On s'est dit, mais non, il y a quelque chose à faire de beaucoup plus ambitieux. On a fait derrière un concours pour la jeune scène artistique qui permettait de gagner une résidence en France pour les lauréats. On a derrière ouvert un espace à Paris pour avoir cette complémentarité où on sélectionnait des artistes à Madagascar et puis nous les envoyions dans notre espace à Paris. Tout ça en mécénat pur, hein, ce n'est pas une galerie ou quoi que ce soit. Et derrière, on s'est dit, mais cette ambition, on veut la porter. Et le narratif de l'Afrique change complètement. Moi, j'en ai assez de cet afro-pessimisme où on dit que ça ne va pas ici ou là. Non, en Afrique, on sait faire de très belles choses. Il y a un génie africain et il est temps qu'on accompagne aussi au niveau culturel, artistique, ce nouveau narratif, cette nouvelle equity story. Et c'était ça la volonté de la Fondation H, c'est de montrer qu'en Afrique, nous avons des artistes de très grande qualité, avec beaucoup d'exigences et qui sont aujourd'hui capables d'être présents sur toutes les scènes mondiales. Donc voilà le but de cette Fondation H, c'est d'accompagner la scène artistique africaine sur le monde entier pour l'exposer, la confronter et permettre de partager son travail. Et est-ce que vous lancez un appel aux entrepreneurs d'accompagner de plus en plus ces artistes parce que les pouvoirs publics doivent jouer ce rôle-là. L'artiste se retrouve au milieu sans moyens, mais vous inspirez et vous faites ces démarches avec cette fondation. Mais c'est quelque chose qui nourrit aussi l'entreprise de pouvoir… Écoutez, non. Alors ça, c'est un engagement très personnel, la Fondation H. Je suis moi le CEO du groupe Action, mais ça, c'est un engagement très personnel. Mais ceux qui partagent cet amour de l'art contemporain africain, bien évidemment, je les pousse à accompagner notre scène artistique. Il y a tellement de talents et ils en ont tant besoin, c'est structurant. Alors, dernière question pour vous, parce que je sais que vous êtes très demandé, vous avez besoin de rencontrer vos pairs. Et c'est une question qui a été posée par les réseaux sociaux. Et la question est, en tant que chef d'entreprise prospère en Afrique, quels sont, selon vous, les principaux moteurs de croissance de la réussite des champions africains? Moi, je crois que les principaux moteurs, c'est avant tout beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait. Deuxièmement, énormément d'engagement et être passionné. Ne pas aller à reculant ou avoir des pieds de plomb, mais c'est aller avec enthousiasme, c'est aller avec une volonté de faire et c'est de ne pas se laisser abattre. Chaque fois qu'on tombe, il faut se relever très vite. C'est facile à dire comme ça, assis dans ce beau salon, mais c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est d'écarter une volonté intacte de vouloir impacter. Et l'impact, se dire ce que je fais, j'écris le nouveau narratif de l'Afrique et je vais accompagner la construction d'un monde meilleur pour mon continent, pour nos populations où on travaille. Et ça, c'est très important. C'est avoir le cœur à la bonne place. Le cœur à la bonne place. Ça, c'est le mot de fin qui clôture cet échange qu'on a eu. J'ai eu vraiment du plaisir et puis je pense qu'on a quelques clés de réponse là. Et puis, continuez à faire briller ce sourire-là. Regardez les caméras, ils vous regardent, bien entendu, dans cette édition du Africa CEO Forum. Merci infiniment avec monsieur Assanei Iridier, CEO du groupe Action. Et à très bientôt. Votre groupe n'est pas sur les Africa CEO Forums, Awards, pardon, cette année? Non, vous laissez la chance aux autres. Il y a tellement de choses, il y a tellement de belles choses, de belles entreprises. Bonne visite et merci à beaucoup. Très vite. Merci d'avoir reçu. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On continue notre expérience de cette édition avec les panels que l'on vous partage dans ce Africa CEO Forum de notre Web TV. À tout à l'heure. Merci.